Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation, de féminisme et conversent avec des militantes chercheuses, femmes engagées d'ici, du Pacifique ou d'ailleurs. Nous arrivons tout doucement à la fin de l'année 2023 et nous rappelons que le chantier de la décolonisation est vaste et rude, parsemé d'embûches, non seulement en Kanaki, mais aussi à Maui-Nui, à West Papua, en Palestine et j'en passe. Alors que des peuples autochtones demandent leur souveraineté depuis des siècles, leur pays se trouve encore être le terrain des enjeux de pouvoir, de l'impérialisme qui, pour des intérêts économiques, ne sont pas prêts de répondre favorablement aux droits des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. Pour certains peuples, comme ici en Kanaki, la discussion pacifiste n'enlève rien à la violence de l'État et de ses manœuvres pour garder sa mainmise sur le territoire. Pour d'autres peuples, comme la Palestine ou West Papua, on en est encore à la violence dure, aux actes meurtriers conduisant à des génocides. Alors justement, toujours pour alimenter nos réflexions sur la décolonisation, aujourd'hui, la pause décoloniale vous propose une interview de la chercheuse Angélique Stasny qui a écrit le livre Ignored Histories, The Politics of History Education and Indigenous Settler Relations in Australia and Kanaki New Caledonia. Comprenez en français Histoire ignorée, les politiques éducatives de l'enseignement de l'histoire et des relations autochtones colons en Australie et Kanaki Nouvelle-Calédonie, un livre publié par les presses universitaires de l'Université de Hawaï en 2022. Cet entretien sera diffusé en 2 épisodes. Le premier, diffusé aujourd'hui, porte sur ce que la chercheuse veut dire par histoire ignorée. Une interview réalisée par Anaïs Douang-Pédika. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour Angélique, bienvenue sur la pause décoloniale et Radio Jito pour parler de votre livre Ignored Histories, The Politics of History Education and Indigenous Settler Relations in Australia and Kanaki New Caledonia, qui se traduit en français par Histoire ignorée, les politiques éducatives de l'enseignement de l'histoire et de relations autochtones colons en Australie et en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Il a été publié par les presses universitaires de l'Université de Hawaï en 2022 et vous êtes d'ailleurs en train de le traduire en français. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Melbourne en Australie et votre travail porte essentiellement sur le colonialisme, l'anticolonialisme et la décolonisation dans le Pacifique, la politique et gouvernance autochtone, le racisme et la blanchité. Vous êtes actuellement chercheuse à la Bibliothèque nationale australienne sur les luttes anticoloniales dans le Pacifique et vous vous apprêtez à commencer un travail de recherche sur les négociations de souveraineté et les processus de décolonisation en Kanaki Nouvelle-Calédonie et à Maui-Nui. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Anaïs, merci à vous et à l'équipe de la pause décoloniale. Je suis très touchée de l'invitation. Et puis bonjour à Radio Jido et aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Juste pour nos auditeurs et nos auditrices, on va faire cette interview en 2 parties. Donc dans la première partie que vous allez entendre aujourd'hui, on va parler de l'aspect histoire, des histoires et de l'histoire ignorée. Et dans la seconde partie que vous écouterez dans 2 semaines, on parlera d'éducation ou d'enseignement insurgé de l'histoire et de relations autochtones colons en Australie et en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Donc, ma première question pour commencer, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à mener ces recherches sur l'enseignement de l'histoire et de relations autochtones colons en Australie et en Kanaki et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre en tant que chercheuse française? Alors oui, donc je suis d'origine européenne, donc de France, mais aussi de République tchèque et de la minorité hongroise en actuelle Slovaquie. Donc disons que j'ai baigné dans un contexte interculturel, de langues multiples et d'une histoire de famille étroitement liée à la géopolitique européenne du XXe siècle. Et donc j'ai suivi un cours universitaire en études anglophones à Paris, où j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont exposé, entre autres,
à l'histoire coloniale des Amériques, en Afrique, et aussi à des auteurs et penseurs autochtones et afro-américains. Et après plusieurs rencontres marquantes que j'ai faites en Europe, je me suis intéressée aux sociétés à dominance anglophone dans le Pacifique. Donc Aotearoa, Nouvelle-Zélande, puis ensuite l'Australie. Donc je suis partie faire mon cursus en master en Australie, finir ce cursus. Et quelques semaines après mon arrivée à Melbourne, j'ai assisté à une discussion par l'activiste Gary Foley, qui est un très bon orateur et une des figures principales du mouvement du Black Power en Australie dans les années 70. Et son intervention m'a profondément marquée et m'a fait beaucoup réfléchir sur ma position et sur ma responsabilité en tant qu'Européenne vivant désormais sur des terres autochtones volées. Et aussi donc sur ma responsabilité dans mon travail. Donc c'est en fait ce qui a lancé après l'orientation de mes recherches suivantes. Et en même temps, je me suis aussi rendu compte que en tant que chercheuse française, je ne pouvais pas ne pas aborder la question de la colonisation française dans le Pacifique. Et à cette époque, pour l'anecdote, à cette époque, le film L'Ordre et la morale était sorti dans les salles en Australie en 2011. Et on sait que le tournage et aussi la sortie du film a été très politique en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et avec le recul, je comprends et je respecte les discussions et les différentes positions et émotions que le tournage a fait émerger, notamment à UVA. Mais quand je suis allée le voir à l'époque, avec un ami français, c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout. Et malgré le point de vue militaire adopté dans le film, cette tragédie et cette injustice mis en scène à l'écran, en fait, nous ont vraiment fait réagir. Et ça a été vraiment une vraie claque. On a fait des recherches, on a lu, on en a beaucoup parlé pendant des heures. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de ce territoire. Et à ce même moment, on m'a proposé de faire un doctorat en sciences politiques à l'Université de Melbourne. Et donc, on était en plein dans les discours officiels de rééquilibrage, de réconciliation. Et la question que je me suis posée, c'est si les gouvernements souhaitent réconcilier ces peuples et ces populations autour de cette histoire, comment cette histoire est-elle donc enseignée ? Et donc, faire une étude comparée entre l'Australie et la Kanaki Nouvelle-Calédonie devenait de plus en plus évidente pour moi. Et donc, ça a été le sujet de ma thèse et ensuite du livre qui a été publié. Super, merci pour votre réponse. Et du coup, ça me mène à ma prochaine question. Pourquoi la comparaison entre la Kanaki Nouvelle-Calédonie, parce que du coup, vous avez mentionné votre relation à cette histoire dont vous n'aviez pas entendu parler, et la comparaison entre la Kanaki Nouvelle-Calédonie donc et l'Australie. Quelles sont les similarités et les différences principales entre ces deux contextes dans vos recherches ? Alors, pour moi, la comparaison entre la Kanaki Nouvelle-Calédonie et l'Australie, elle est utile pour plusieurs raisons. Ces deux sociétés voisines ont eu des schémas en fait coloniaux très similaires. Il y a eu la colonisation pénale, la colonisation de peuplement et d'exploitation, des politiques, pratiques et ou des tentatives de génocide des peuples autochtones, la christianisation, une exploitation minière extensive, le travail forcé ou sous contrat, la ségrégation, les systèmes de réserve, ensuite la déségrégation, l'assimilation et enfin des politiques actuelles de rééquilibrage et de réconciliation sans processus préalable de vérité et de justice. Et j'insiste sur ce dernier point car c'est, disons, un point commun à ces deux pays et ça a un impact direct sur l'enseignement historique. Donc bien que, on va dire que géographiquement et démographiquement, ces deux sociétés soient très différentes. L'Australie, elle est 400 fois plus grande que la Kanaki, et les populations issues de la colonisation, ils représentent désormais 97% de la population, contrairement à 60% environ en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Mais malgré ces différences, en fait, rapprocher ces deux sociétés issues d'empires coloniaux différents permet de mieux comprendre comment le colonialisme de peuplement fonctionne, comment il peut prendre plusieurs formes et surtout comment il dure dans le temps, au-delà des spécificités, disons, des nationalismes ou des héritages culturels respectifs. Est-ce que je peux vous demander du coup quel est comment vous comprenez la colonisation de peuplement ? Alors, la colonisation de peuplement, elle est différente, par exemple, de l'exploitation de la colonisation d'exploitation, qu'en fait l'idée est, disons, de coloniser en encourageant des migrations non autochtones extérieures vers ces sociétés. Et il y a vraiment un but d'élimination par le remplacement.
Donc, ça peut être aussi bien démographique. Et donc, on essaye en fait de submerger les populations autochtones originelles afin de prendre le pouvoir politique, d'accéder aux terres et aux ressources. Donc, ce n'est pas juste une exploitation, de ressources du pays, mais aussi un remplacement des populations, des institutions, des souverainetés existantes vers une majorité de populations non autochtones et d'institutions et souverainetés qui ne sont pas de l'endroit. Merci beaucoup. Je pense que ces concepts-là sont toujours importants à rappeler, et je voudrais revenir sur, vous avez parlé de politique de réconciliation comme quelque chose que l'Australie et la Kanaki Nouvelle-Calédonie partagent. Donc, dans vos travaux, vous critiquez les politiques de réconciliation en contexte coloniaux. Vous écrivez notamment, et là je vous cite, c'est ma traduction de votre livre du coup qui est en anglais, la réconciliation ne s'est pas nécessairement traduite par un changement fondamental de relations de pouvoir entre autochtones et colons, que ce soit en Australie ou en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette critique des processus de réconciliation dans les contextes de colonisation de peuplement que sont l'Australie et la Kanaki? Alors tout d'abord, comme je l'ai mentionné brièvement un peu plus tôt, les processus de réconciliation en Australie et en Kanaki Nouvelle-Calédonie n'ont pas été précédés ou accompagnés d'un processus de vérité et justice, contrairement à d'autres pays, ce qui rend le processus bancal. Ensuite, les systèmes éducatifs dans ces sociétés maintiennent des institutions politiques issues de la colonisation et maintiennent l'hégémonie des systèmes de connaissances occidentaux. Ils sont souvent en décalage avec les réalités socio-linguistiques et économiques locales, et marginalisent aussi les systèmes de connaissances des Premières Nations. Donc, la façon dont ont été menés ces processus de réconciliation sont loin de faire l'unanimité, et elles ignorent les questions notamment d'autodétermination et de souveraineté autochtone. Et c'est en ça que je dis qu'il n'y a pas eu de changement fondamental des relations de pouvoir entre les peuples autochtones et les populations issues de la colonisation. De même, les politiques de rééquilibrage, elles positionnent les Européens comme référence, comme agents de transformation, et les Premières Nations sont, entre guillemets, objets de transformation. C'est-à-dire qu'on reste en fait dans les relations inégales et unilatérales, où en fait l'un est toujours devant l'autre et où le rôle des Premières Nations n'est pas de faire l'histoire, mais en fait de vivre l'histoire que d'autres ont créée. Merci beaucoup pour cette explication. Et je voudrais juste mentionner pour les personnes qui ne savent pas forcément, ce terme Première Nation, ça fait référence au peuple autochtone. C'est ça, dans le contexte australien. Oui, voilà, australien et international aussi. Mais, oui. Et vous expliquez aussi dans votre livre que en Kanaki Nouvelle-Calédonie, comme en Australie, l'histoire locale affecte tout le monde et qu'il s'agit d'un sujet politiquement controversé, comme vous le mentionnez d'ailleurs par rapport au film L'ordre et la morale, et qui s'articule autour d'un désir de ne pas savoir et une lutte pour savoir. Ça, c'est une citation de votre livre, un désir de ne pas savoir et une lutte pour savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Alors, je pars de quelques anecdotes sur les réactions très variées que mon travail sur l'enseignement de l'histoire coloniale a suscité quand le sujet est venu dans mes échanges avec toutes sortes de personnes dans mon quotidien. Et cette histoire faisait ressortir beaucoup d'émotions, donc la reconnaissance, la tristesse, la curiosité, la compassion, la colère, mais aussi l'agacement, l'inacceptation et le racisme. Et les attitudes oscillent entre un désir donc de ne pas savoir, de ne pas reconnaître, même d'enfouir ou de minimiser cette histoire coloniale, et de l'autre, d'un désir d'en savoir plus, d'apprendre malgré le manque de ressources, le manque de paroles libérées ou d'espace de partage. Et donc tout cela et tout ce que j'ai appris auprès des enseignants et en analysant les archives, les ressources, elles m'ont amené à réfléchir à nos attitudes face à l'ignorance et à la relation entre pouvoir et ignorance. Donc en fait, beaucoup de recherches ont été faites sur le lien entre la connaissance et le pouvoir au niveau international, mais beaucoup moins sur le lien entre le pouvoir et l'ignorance. C'est-à-dire comment l'ignorance, elle peut être utilisée à des fins politiques. Et donc comprendre ce que l'on enseigne est tout aussi important que de se rendre compte de ce que l'on ne nous enseigne pas et pourquoi.
Et j'en suis venue à la conclusion que le pouvoir colonial, il repose sur ce que j'ai appelé, je cite, des régimes coloniaux de l'ignorance. Donc l'ignorance, elle n'est pas juste un état passif, mais c'est une action, c'est une volonté délibérée de ne pas savoir, et c'est un effort politique, même une lutte pour ne pas faire connaître cette histoire. Et l'ignorance, donc elle est un outil de domination politique. Ne pas comprendre les réalités du colonialisme, surtout par ceux qui en bénéficient le plus, c'est l'accomplissement social du colonialisme de peuplement. Et donc l'ignorance, elle constitue le privilège et le pouvoir colonial, même le privilège blanc, parce que cette domination politique, elle a une domination raciale dans ces contextes de colonies de peuplement. Merci. Je trouve que c'est très fort, en fait, cette définition cette idée de volonté délibérée de ne pas savoir, parce que souvent l'ignorance, on la perçoit comme quelque chose de passif. Oh, on savait juste pas. Alors que vraiment de ce que vous dites, que c'est quelque chose d'actif. En fait, on cherche à ne pas savoir. Ça change complètement la façon dont on pense l'ignorance et dont on peut-être engage des personnes ou des politiques qui sont basées sur l'ignorance, que ce soit raciale ou coloniale. Et du coup, ma prochaine question, peut-être c'est quelque chose d'un peu plus pratique selon vos recherches. De quelle manière le pouvoir colonial contrôle-t-il la production des savoirs historiques, donc ce qu'on sait de l'histoire, ainsi que la connaissance de l'histoire? Alors, un gouvernement, il peut contrôler la production des savoirs historiques par plusieurs moyens. Il y a, par exemple, la presse, la radio, la télévision, les arts, les commémorations, les monuments, les musées, et bien sûr, il y a l'école publique. Et je me suis concentrée sur cette dernière parce que l'école, c'est une forme d'éducation obligatoire et qui impacte au quotidien et longtemps, surtout au cours des jeunes années de la vie, la vision que se font les élèves de leur propre histoire. Et à l'école publique, le pouvoir, il élabore les programmes d'histoire du secondaire, notamment pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, le primaire étant maintenant la responsabilité des provinces. Et donc l'école publique va donc élaborer ces programmes sur lesquels les manuels se basent ensuite, dictant, disons, le contenu et l'amplitude horaire et l'approche à adopter pour enseigner cette histoire. Ils élaborent également les sujets d'examen. Et aux années cruciales du brevet ou du baccalauréat, par exemple, le contenu des cours va donc étroitement suivre les programmes afin d'assurer un maximum de réussite aux épreuves. Donc, à partir de là, disons que le contenu est très, très fléché, très guidé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples spécifiques de politiques publiques éducatives que vous décririez ou que vous analyseriez comme coloniales? Tout d'abord, il y a plusieurs enseignants qui m'ont fait remarquer qu'avant de se poser la question de ce qui est enseigné en classe d'histoire, il fallait se demander dans quelle langue c'est enseigné. La langue d'enseignement, elle reste quasiment exclusivement la langue de la colonisation et demeure un outil du pouvoir colonial. Et ce, malgré que les peuples premiers et les linguistes demandent depuis des décennies que l'enseignement bilingue soit beaucoup plus développé. Surtout dans les zones où les langues vernaculaires restent encore largement parlées et où la langue de la colonisation n'est pas forcément la langue maternelle. Donc pour faire une comparaison, au moment où j'ai mené mes recherches, il n'y avait en Kanaki Nouvelle-Calédonie qu'une seule école pilote bilingue. Donc quand je dis bilingue, je parle de français d'une des langues kanak. C'était l'école de Kulura qui enseignait aussi en langue adjé. Alors qu'en Australie, l'enseignement bilingue, donc anglais avec une des langues aborigènes, de la maternelle au lycée, elle existait déjà depuis les années 1970. Et donc depuis des décennies, les études scientifiques démontrent qu'un enseignement bilingue permet un meilleur développement neurologique, émotionnel et identitaire de l'enfant, et donc qui est aussi un plus grand taux d'alphabétisation, et une plus grande réussite scolaire. Donc en fait, imposer un monolinguisme à l'école se fait au détriment de l'élève. Le multilinguisme, ou du moins le bilinguisme, il a été la norme de la plupart des sociétés humaines. Et plusieurs enseignants reconnaissent que le fait que les langues kanak restent marginales ou optionnelles est un choix politique, et qu'il est d'ailleurs révélateur, par exemple, que la province sud mette l'accent sur le développement d'écoles bilingues français-anglais, mais avoir une volonté et un même intérêt politique pour soutenir les langues kanak et océaniennes serait nécessaire. Ensuite, sur l'enseignement de l'histoire lui-même,
Dans le secondaire, la gestion du personnel, les examens et les programmes d'enseignement restent entre autres la compétence de la France. C'est donc un transfert partiel. Et la Nouvelle-Calédonie, elle contextualise le programme et cette contextualisation, elle est ensuite approuvée par une institution dans l'Hexagone, la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et quelques enseignants ont d'ailleurs remarqué que depuis ce transfert partiel des compétences en 2012, il y a même eu un recul de l'enseignement de l'histoire locale dans les programmes du secondaire, passant d'une adaptation à une contextualisation. Et disons que les calculs, ils donnent raison à ces observations. Selon les niveaux et les classes, la proportion du programme dédié à l'histoire locale a été divisée par 2 entre la fin des années 2000 et le début des années 2020. Donc, peu importe la position politique des enseignants que j'interviewais, ils et elles, ils sont nombreux à déplorer que cette histoire et ce passé ne soient pas pleinement assumés. Et je sais que vous avez écrit un chapitre sur ce sujet d'ailleurs, enfin un article sur ce sujet. Comment vous expliquez qu'il y ait beaucoup moins de temps qui soit passé sur l'histoire locale, du coup, à ce moment-là? Alors, quand j'ai posé la question aux enseignants, ils avaient plusieurs explications. Tout d'abord, il y avait donc il disait qu'en fait la fin de la contextualisation et le recul, qu'il y avait un temps de latence, qu'en fait ça coïncidait avec les politiques qui avaient été mises en place sous Nicolas Sarkozy, et qu'avec ce temps de latence, l'impact et ce recul s'est fait sentir au début des années 2010. Une autre raison, c'était que Michel L'extrait, qui a joué un rôle, proéminent et très important dans l'adaptation des programmes, aussi bien en Polynésie qu'en Kanaki, et que en fait, une fois que qu'il a quitté son poste, disons que tous ces efforts pédagogiques de contextualisation et de mettre en avant l'histoire locale n'ont pas forcément été repris par ses successeurs. Une autre explication que les enseignants m'ont donnée, c'est qu'il y avait, qu'il y a peut-être encore au pays, cette peur du bac cocotier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait les parents de certains établissements ou de certaines localités veulent absolument que leurs enfants aient le même enseignement que les enfants de l'Hexagone, et qui verraient plus de, disons, d'accent mis sur l'histoire locale ou du territoire comme, disons, léser leurs enfants par rapport aux enfants de l'Hexagone. Donc ça, c'était et après, pour d'autres encore, une des autres raisons qu'on m'a données, c'est que c'était un choix clairement politique, parce que l'échéance des référendums approchait. Donc vers 2012, on était à l'origine, c'était à partir de 2014, donc l'échéance arrivait, et donc il y a eu, disons, un affermissement des positions politiques, et que finalement contextualiser plus, c'était donner plus de place au peuple kanak et donner plus de place, disons, à des positions qui pouvaient être jugées indépendantistes. Donc il y a eu un raffermissement, quoi. Disons que les positions se sont figées autour de ces questions-là. Voilà ce que j'en ai eu comme retour des enseignants, en tout cas. Je vois, d'accord. Et tout à l'heure, vous faisiez référence au manuel d'histoire. Quel constat avez-vous fait sur les livres d'histoire qui sont disponibles en Kanaki Nouvelle-Calédonie et les récits historiques qu'ils présentent sur les relations entre Kanak et colons? La publication officielle de manuel d'histoire, pour un peu remettre dans le contexte, sur l'histoire du territoire, elle a débuté à l'issue des conflits des années 80 et des accords de Matignon. Et sur l'histoire calédonienne post-colonisation, moi j'ai identifié 3 manuels publiés respectivement en 1992, 2007 et en 2010. Et donc les manuels disponibles ne couvrent pas tous les niveaux et n'ont pas été renouvelés au même rythme que les changements de programme. Plusieurs enseignants et enseignantes rendent compte d'un manque de manuels sur l'histoire du territoire. Donc, par exemple, on dit qu'il y a un manuel par élève pour les programmes nationaux. Les établissements n'ont généralement qu'1 à 2 jeux de manuels à se partager entre toutes les classes. Et étant donné que l'éventail de manuels disponibles est limité, les enseignants sont obligés de fournir un travail supplémentaire de recherche et un travail pédagogique afin d'enseigner l'histoire locale. Ensuite, concernant les récits qu'ils présentent sur les relations entre les Kanaks et les populations issues de la colonisation, c'est une histoire déjà qui est presque exclusivement masculine. J'ai aussi constaté, et quelques enseignants que j'interrogeais également,
que cette histoire continue de mettre au centre les colons d'origine européenne et les populations donc issues de cette colonisation, donc de mettre au centre les populations européennes et les institutions françaises. Donc, ils vont mentionner les relations entre les Kanaks et les Européens ou entre les populations d'autres origines et les Français européens, mais ils ne vont pas mentionner les relations entre les Kanaks et les populations non européennes issues de la colonisation. Donc, que ce soit les travailleurs engagés, les Vietnamiens, les Japonais, les Océaniens, etc. Donc, ce manque, il existe dans les manuels parce qu'il n'apparaît pas dans les programmes. La plupart des enseignants que j'ai interrogés, certains ayant aussi participé à l'écriture de ces manuels, souhaiteraient que cela soit inclus, mais les manuels doivent suivre les programmes. C'est donc une histoire qui est centrée sur son lien à l'Hexagone et qui n'est pas fondamentalement ancrée dans son environnement régional et qui ne reflète pas cette pluralité historique. Les sources et les perspectives présentées sont elles aussi en très grande majorité européennes. Ensuite, une autre observation, que j'ai faite, c'était que, par exemple, le terme de guerre, pour qualifier l'invasion et les conflits coloniaux au XIXe siècle, peine à être reconnu aussi bien dans les programmes que dans les manuels. Et il n'y a d'ailleurs qu'une seule source sur l'ensemble des 3 manuels. Il n'y a qu'une seule source kanak qui présente un point de vue kanak sur ces conflits et ces guerres coloniales. Donc, les récits vont faire en sorte de légitimer cette colonisation en suggérant que le soi-disant progrès et les réformes institutionnelles vont transcender ces injustices passées. Et donc, en fait, selon ce discours, la modernité va racheter, voire compenser la violence coloniale. Ensuite, la question de l'autodétermination et des souverainetés autochtones, elle n'est ni mentionnée ni problématisée. Donc, on constate donc en fait le transfert des compétences qui a eu lieu sans changement fondamental des relations de pouvoir peut se traduire par une subtile colonisation continue de l'imaginaire historique plutôt qu'une réelle décolonisation. D'accord, merci pour cette dernière réponse et donc merci Angélique d'être venue partager vos recherches avec nous. On vous donne rendez-vous auditeurs et auditrices dans 2 semaines pour la deuxième partie de cette interview sur l'éducation insurgée de l'histoire. On vous donnera des exemples notamment de manière dont l'histoire est enseignée au pays et en Australie qui résiste en fait cette histoire coloniale. Merci encore à vous et à très bientôt. Je vous remercie, à bientôt. Merci Angélique Stasny d'avoir accepté de répondre au micro de la pause décoloniale et merci Anaïs d'avoir conduit cette interview. Dans cet épisode, Angélique Stasny nous a parlé de l'enseignement de l'histoire en Australie et en Kanaky Nouvelle-Calédonie, de politique de réconciliation au contexte colonial et du caractère politique et controversé de l'histoire et de son enseignement et des liens entre le colonialisme et les politiques publiques éducatives en Kanaky Nouvelle-Calédonie. Retrouvez la seconde partie de cette interview dans 15 jours, le jeudi 14 décembre à 13h30 sur les ondes de Radio Jido. À très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.